VOA Afrique. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous de Washington Forum. Cette semaine, on fait l'état des lieux des services d'urgence en Afrique. Du Sénégal au Cameroun, les problèmes se ressemblent. Taux de mortalité, manque de matériel ou encore de prise en charge dans les services d'urgence des hôpitaux en ville ou en province. Alors pourquoi tant de mortalité? Le point sur les infrastructures et le matériel, mais aussi à quoi ressemblent les formations des urgentistes? Quelle politique de santé pour gérer les urgences? Tant de questions que nous abordons tout de suite dans Washington Forum. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Donc, je vous le disais, dans Washington Forum, qui n'a pas été aux urgences, qui n'a pas emmené un blessé ou encore une femme enceinte. En tout cas, vous avez été nombreux à réagir à ce sujet de société. Et on a fait le point au Sénégal avec notre correspondant Simon Marot, qui a fait le tour dans un hôpital de Dakar. Principal est un hôpital public réputé à Dakar. Ici, les urgences sont décrites comme la porte d'entrée. Le service accueille plus de la moitié des malades, 36 000 personnes en 2016. Des malades qui préfèrent souvent venir aux urgences plutôt que de consulter un médecin. J'apprécie beaucoup cet hôpital. Ils n'ont pas de problème. Ils sont bons avec les malades. Vraiment, là, pour moi, c'est le meilleur. Quand j'ai de douleur, je viens ici directement. Depuis un an, les malades sont d'abord examinés par un infirmier qui les oriente selon leur état. Une révolution dans la prise en charge des patients qui a permis de réduire le nombre de décès à moins de 5 par mois. Donc, première étape, c'était de faire des circuits patients, créer un infirmier d'accueil et d'orientation, un médecin d'accueil et d'orientation, faire des circuits avec un code des couleurs. Et ce qui fait que quand on fait un triage, d'emblée, les patients graves, on les sépare de ceux qui ne sont pas graves. Vous ne pouvez pas rester ici 5 minutes sans être vu par un médecin. Ceux qui sont très graves, on les voit immédiatement. Sinon, c'est eux qui vont mourir dans les couloirs. Et ceci a fait baisser la mortalité en moins de 6 mois de 86%. Par ailleurs, le directeur du SAMU met l'accent sur la nécessité de former un plus grand nombre de médecins urgentistes. Il faut qu'on arrive vers une spécialisation vraiment de la filière parce que c'est un métier qui est très difficile. Il faut avoir des aptitudes, il faut aller très vite. Et je pense que le fait d'avoir des spécialistes à tous les niveaux en médecine d'urgence permettrait également d'être efficace. Si les moyens financiers sont là, l'amélioration des urgences en Afrique repose également sur la qualité de la formation et les politiques de santé. Et avec nous en direct d'Abidjan, le docteur Jacques Sissoko. Vous êtes le directeur du SAMU de Côte d'Ivoire. Et puis nous rendrons aussi au Gabon où nous rejoindrons à Libreville le docteur Guy-Patrick Obiang. Vous êtes président de la Croix-Rouge gabonaise. Et en plateau, avec nous, notre collègue Firmin Koyaweda. Vous êtes journaliste au service Sango. Tout d'abord, dans quel état sont les urgences dans vos pays respectifs? Je vais commencer avec vous, docteur Sissoko, en Côte d'Ivoire. Madame, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je m'occupe du SAMU, donc de la médecine préhospitalière en particulier. Mais nous avons des services d'accueil des urgences dans tous nos hôpitaux. C'est l'accueil classique, arrivée des malades, prise en charge et traitement. Mais est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, c'est un service qui fonctionne correctement? Disons que les services fonctionnent, je dirais, non, pas totalement. On ne peut pas dire que nous fonctionnons correctement à 100%. Mais l'essentiel est fait, le tri est fait, les urgences sont prises en charge. Mais il nous arrive d'avoir des difficultés de nombre de places, comme partout, parce que nous sommes dans Abidjan, dans une ville de 4 à 5 millions d'habitants. Et les infrastructures ne suffisent pas dans tous les quartiers. Et même s'il y a des centres de santé partout, dans tous les quartiers d'Abidjan,
les CHU, au nombre de 3 dans la ville, reçoivent énormément de malades et parfois ça pose des problèmes d'accueil. Alors justement, il y a l'accueil dans le milieu urbain, mais comment ça se passe dans les régions? Alors dans les régions, nous avons dans les grosses régions, nous avons des CHR, nous avons des hôpitaux généraux, nous avons des dispensaires, nous avons des centres de santé urbains qui assurent aussi, si vous voulez, l'accueil de tout patient qui en a besoin. Et vous avez remarqué une disparité entre les CHR et les CHU, justement, qui gèrent toutes ces urgences? Oui, il est évident que les CHU sont mieux équipés. Les CHU ont plus de personnel. Et les CHR font ce qu'ils ont à faire selon leur cahier de charges et les services compétents. Et ensuite, il s'agit pour eux de référer sur les CHU qui ont un plateau technique beaucoup plus important. Alors justement, toujours dans cette optique de faire un petit peu le bilan, docteur Guy Patrick Obiang, au Gabon, dans quel état sont les services d'urgence aujourd'hui? Écoutez, les services d'urgence, nous avons eu la chance ces dernières années qu'il y a eu des gros investissements en termes d'infrastructures hospitalières, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons quand même des services d'urgence de pointe. Mais le problème, comme l'a évoqué mes autres confrères d'Abidjan et du Sénégal, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'une personne est malade dans un quartier, elle va d'emblée aux urgences. Et ça pose un problème en termes de saturation rapide des urgences, de telle sorte que les vraies urgences sont parfois sous-estimées ou négligées, tout simplement parce que la personne qui a sa petite fièvre, la personne qui a son petit malaise va directement aux urgences. Les urgences aujourd'hui sont considérées comme la porte d'entrée des soins pour la population. Or, ça ne devrait pas être le cas. Alors, est-ce que aussi, comme il a mentionné en Côte d'Ivoire, il y a aussi cette disparité entre les gros centres urbains et les régions, l'intérieur du pays? Et bien évidemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons la pyramide sanitaire avec, au premier niveau de la pyramide sanitaire, les centres hospitalo-universitaires qui sont vraiment des structures de pointe avec des structures d'urgence, des services d'urgence qui répondent aux normes, avec tout ce qu'il y a comme aujourd'hui appareillage paramédical pour permettre une prise en charge correcte des personnes qui consultent. Et le niveau 2, c'est le niveau des CHR, des centres hospitaliers régionaux, des hôpitaux régionaux, qui ne disposent pas des mêmes ressources en termes de ressources humaines, ressources matérielles, infrastructurelles. Donc, par rapport à la pyramide sanitaire, on retrouve ces différentes disparités. Mais je pense que le véritable problème est lié au tri, à la bonne information, à l'orientation. Les personnes, la population d'emblée va dans ces structures qui doivent être des structures où le malade est orienté par une structure de base, c'est-à-dire aller d'abord dans un dispensaire, aller d'abord dans un centre de santé, avant d'aller dans un centre hospitalo-universitaire. Alors, on reviendra un petit peu plus en profondeur sur les différentes problématiques. J'aimerais qu'on prenne la direction de la Centrafrique avec vous, Firmin. Là, le constat est encore plus lourd, finalement. Cette disparité entre les régions et Bangui, déjà à Bangui même, ça semble être compliqué. Oui, Tatiana, et je me permets d'abord de faire un détour avant de faire l'état des lieux pour juste dire que le cas pour la République centrafricaine, je pense que certaines personnes décrivent ce pays comme un pays post-conflit. Et moi, je dirais plutôt que c'est un pays en crise. Et cela affecte directement ce dont nous sommes en train de parler. Je veux parler là des infrastructures. Et la République centrafricaine, parlant des disparités, n'a jamais connu, je voudrais dire, de décentralisation. Et du coup, tout est basé à Bangui. Les grands centres de santé sont tous centrés à Bangui, sont tous localisés à Bangui. Et les villages, on n'en parle pas parce que pour l'instant, avec la crise qu'a connue le pays, il y a des villages qui se sont vidés de leurs habitants.
des écoles détruites. Tout se concentre dans la capitale. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de service d'urgence à proprement parler, ne serait-ce que dans la capitale? Quand on parle de services d'urgence dans l'enceinte des hôpitaux, nous en avons. Nous avons 4 centres de santé à Bangui qui fonctionnent. Ils ont des services d'urgence. Mais nous ne pouvons pas parler de services d'urgence ni de procédures d'urgence quant à ce qui est de la prise en charge avant l'accès aux hôpitaux. Donc ça n'existe pas pour l'instant, y compris le transport des malades vers ces centres de santé qui se fait encore par des manières purement traditionnelles. On reviendra également dessus. Docteur Jacques Sissoko, quelles sont les durées d'attente aujourd'hui pour être pris en charge, que ce soit par le SAMU ou encore quand on se rend aux urgences tout simplement? Alors, en ce qui concerne le SAMU, je dirais que comme tout SAMU, nous avons un call center. Nous recevons en gros 500 appels heure. Mais il y a beaucoup d'appels fantaisistes. Ça représente quel pourcentage, selon vous, les appels fantaisistes, justement? Ça fait au moins 85% des appels que nous recevons. Voilà, et donc nous avons en dehors la durée moyenne d'intervention, elle est fonction de l'état des routes. Quand je parle d'état des routes, je parle de l'encombrement des routes. Abidjan est une ville où il y a énormément de véhicules et donc en général, il faut compter peut-être entre 15 et 20 minutes pour qu'on soit sur les lieux. Soit au domicile, soit sur le lieu du travail, soit dans un autre hôpital pour aller prendre quelqu'un, un malade, et le transférer dans un autre ou pour des analyses. Donc entre 15 et 20 minutes pour pouvoir donc être sur les lieux. C'est une activité que nous faisons tout le temps et à l'hôpital, quand nous amenons quelqu'un, en général, quand le SAMU vient avec quelqu'un, l'hôpital est prévenu. D'accord, donc il y a une prise en charge est presque immédiat. Assez rapide. On en parlait, Firmin, le fait que la Centrafrique se retrouve dans une crise, ça n'aide pas aussi cet acheminement des malades. Là, on parlait des centres d'appel. Est-ce que, par exemple, à Bangui, il existe un centre d'appel? Absolument pas. Nous n'avons pas encore de centre d'appel puisque ces centres d'appel résultent de l'existence d'un service d'ambulance. Et nous n'en avons pas, malheureusement. Et c'est ce que vous avez essayé de faire, de créer justement un centre d'appel? Oui, mais c'est resté au niveau projet. Ça n'a pas pu aboutir à cause des problèmes que le pays a connus. Voilà, donc comme je le disais, cela remonte. À chaque fois que je pense à cet aspect de la chose, je me rappelle de la question qu'a posée l'un des instructeurs à la première classe à laquelle je participais dans le cadre de ma formation, dans un collège à Djordi. Et il a demandé qui peut mourir dans une ambulance pendant qu'il est transporté en direction d'un centre de santé. Et la réponse, personne n'avait pu trouver puisque la réponse était personne. Du coup, ne me prenez pas au mot, mais c'était juste dans le contexte pour montrer que à partir du moment où quelqu'un est pris en charge dans une ambulance, le personnel a l'obligation de l'emmener et le remettre à l'hôpital, de le remettre au centre de santé en le mettant sous oxygène et sous massage cardiaque s'il en a besoin. Et donc, en le mettant en vie, quel que soit son état de santé. Mais encore faut-il que, ne serait-ce que ce moyen de transport fonctionne. Alors, docteur Guy Patrick Obiang, vous parliez tout à l'heure de tri justement des patients qui ont accès aux services d'urgence. Là, on a entendu quand même un chiffre effarant, 85% d'appels qui sont des blagues presque, mais qui empêchent les patients dans un réel besoin d'appeler. Est-ce que vous avez aussi cette problématique au Gabon? Bon, alors au Gabon, il faut dire que ce qui se passe, il y a deux types d'urgence, c'est-à-dire l'urgence où une personne est peut-être victime d'un accident de la voie publique et qui sollicite les services d'urgence, notamment le SAMU. C'est différent de l'urgence d'une personne qui va à l'hôpital. Alors, dans le cas d'une personne qui est un accidenté de la voie publique, effectivement, il y a un centre d'appel qui permet d'avoir, où on a un numéro du SAMU, du SMUR, de la santé militaire. Donc il y a quand même un dispositif de service d'ambulance d'urgence qui, lorsqu'on les appelle,
appels arrivent effectivement en fonction du trafic, en fonction d'un certain nombre d'aléas, arrivent dans les 10-15 minutes au lieu de l'accident. Ils prennent en charge avec des ambulances médicalisées, parce que vous savez, le Gabon a organisé la Coupe d'Afrique des Nations et il y avait un certain nombre de conditionnalités pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations, notamment d'avoir des services motorisés d'ambulances médicalisées. Donc ça se passe relativement bien. C'est vrai qu'il y a aussi des jours où voilà, on appelle les urgences, le SAMU, le SMUR, et ils ne viennent pas avec promptitude. D'accord. Et les autres urgences dont vous parliez? Alors, les autres urgences dont on parle, actuellement, il est 20h au Gabon. Lorsque vous allez au service d'urgence, qui doit notamment prendre des cas d'urgence, c'est-à-dire quand le pronostic vital est quand même mis en jeu, vous trouverez que les médecins consultent plus les accès palustres, consultent plus des gens qui ont des gastro-entérites, alors que théoriquement, on ne devrait prendre dans le service d'urgence que des cas compliqués, c'est-à-dire une convulsion, des hydratations assez importantes. Mais là, comme je vous le disais, il y a un gros problème de tri. Alors effectivement, on reviendra encore sur cette question de tri qui est quand même importante. Et justement, vous avez été nombreux à réagir sur notre page Facebook de VOA Afrique. Voici certaines de vos réactions, avec notamment Alphonse Mbouaki en RDC qui nous dit « Des patients meurent aux urgences parce que les produits à administrer ne sont pas disponibles. Il faut aller les chercher loin en dehors de l'hôpital, tant le matériel n'existe pas sur place où l'appareil se trouve ailleurs. » Ou encore Hassan Omar Boulalé au Tchad qui nous dit « Les services de santé en Afrique sont incapables de subvenir aux attentes de leurs patients en cas d'urgence du fait de la corruption et du manque de formation poussée du personnel. Le moral du personnel de santé est en berne car ses employés ne sont pas valorisés en dépit de leur utilité pour la société. » Autre commentaire, celui de Daouda Savadogo au Burkina Faso qui nous dit « Un centre hospitalier universitaire n'a même pas une simple seringue. Souvent, les médecins sont en grève sans service minimum, laissant les pauvres citoyens mourir. » Et enfin, Optique Soukarno au Togo qui nous dit « Il faut aussi évoquer le cas des écoles de médecine privée qui produisent de mauvais agents très impolis et surtout qui semblent ignorer comment accueillir très vite le patient qui a besoin d'aide. » On va très vite marquer une courte pause et on revient sur ces commentaires avec tous nos invités. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. De retour dans ce Washington Forum consacré cette semaine à l'état des services d'urgence dans les hôpitaux en Afrique. Quelles solutions pour améliorer ces services de santé? Vous êtes nombreux à avoir réagi sur ce sujet, je vous le disais. Chacun a eu de façon directe ou indirecte une expérience avec les services d'urgence, des ambulances et de la prise en charge des patients. Certains de nos téléspectateurs réagissent, comme vous, Laetitia Nzongo, à Luanda, en Angola. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, quelle a été votre expérience? Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Oui. Il y a de cela presque un mois passé, j'avais un abcès et je me suis rendu dans un hôpital public. Je suis arrivé là-bas à 8 h et on m'a reçu à 17 h, alors que j'étais dans une salle d'urgence. Il n'y avait pas de seringue, il n'y avait pas de yaouat, tout ça, il n'y avait rien. Et est-ce que, d'après vous, les gens qui étaient autour de vous avaient l'air aussi d'attendre depuis très longtemps, et de quoi souffraient-ils? Oui, il y a eu des cas d'accidents, de blessés, d'autres qui étaient malades, mais qui devaient, comme c'était un il fallait attendre. Mais il y avait seulement un seul médecin pour à peu près 100 personnes qui étaient dans la salle. Un médecin pour combien de personnes? À peu près 100 personnes.
D'accord. Et donc, vous avez été pris en charge qu'à la fin de la journée. On va rejoindre aussi Diarra Kanyoumé à Bamako, au Mali. Bonsoir, Monsieur Kanyoumé. Est-ce que vous nous entendez? Je vous reçois très bien. Bonsoir, Tatiana. Bonsoir à toutes les rédactions de VOA Afrique. Alors, est-ce que vous avez eu à appeler une ambulance ou est-ce que vous avez eu à prendre une ambulance et comment ça s'est passé? Oui, effectivement, Tatiana, il faut imaginer aujourd'hui, c'était avec, il y a plusieurs taux de mortalité en Afrique. Il faut savoir que vraiment la situation des médecins dans les grands hôpitaux, vraiment, ils ne travaillent pas normalement. En 2006, mon père est tombé malade. On a appelé l'ambulance pour partir lui recevoir dans les salles d'urgence. À chaque nuit, on paie 5 000 francs, mais jusqu'à présent, les docteurs n'ont pas trouvé solution. Jusqu'à mon papa est décédé. Tout dernièrement aussi, quand les médecins aussi, ils ont fait grève, au moins c'est quelques mois à Bamako ici, on a vu beaucoup de situations que la population a souffert. Vraiment, il y a eu beaucoup de cas de mort. Il y a des femmes enceintes même, ils ont resté dans l'accouchement en tant que les médecins, ils ont en grève. Donc, si tu es arrivé dans les hôpitaux aussi, il y a deux grands hôpitaux à Bamako ici qu'on appelle l'hôpital de Gabriel Touré et l'hôpital de Projet. Vraiment, quand tu rentres dedans, vraiment, c'est déplorable que les victimes qui sont dedans, les docteurs ne s'occupent pas d'eux. Donc, les matériels, j'ai dit, il y a manque de matériel dans les grands hôpitaux. Je pense que vraiment, c'est faux. Merci. Il y a beaucoup de matériel dans les grands hôpitaux, mais pourquoi il y a des gens, ils ont des grands hôpitaux, des médecins, quand ils rentrent dans les grands hôpitaux, ils disent que non, il faut arriver dans certaines cliniques de temps. Donc, il y a des bons matériels là-bas. Tu vas le faire texte à Eden. Tout dernièrement, ici, partait ma maman. Elle était tombée par rapport à l'état de tension. Donc, je suis arrivé dans un grand hôpital. Ils ont dit que vraiment, ici, venir en retard. Pourtant, je suis arrivé là-bas avant 8 heures. D'accord. Donc, le médecin dit que, voilà, merci en tout cas. Non, on prend 5 personnes par jour. J'ai dit vraiment, c'est déplorable. En tout cas, je vous remercie pour votre témoignage. On va donner la parole justement aux deux médecins qui sont avec nous pour essayer un petit peu de dénouer ces drames qui se jouent pour le citoyen lambda. On va retourner du côté d'Abidjan. Jacques Sissoko, docteur Jacques Sissoko, si vous êtes toujours avec nous, vous êtes directeur du SAMU en Côte d'Ivoire. Quand vous entendez un témoignage comme celui de ce jeune homme qui dit avoir perdu son père dans le service d'urgence, comment on peut, quand on est docteur, expliquer à un patient, à la famille du patient, pourquoi son membre de famille meurt aux urgences ou dans une ambulance? Alors, il faut prendre plusieurs choses en compte. Il y a d'abord la pathologie. À quel moment on arrive à l'hôpital? On arrive toujours aux urgences quand on pense que c'est très grave. Deuxièmement, il y a le coût de revient de l'urgence. Là, il parle de 5 000 francs par jour, par exemple, pour laisser son père à l'hôpital, ce qui est une fortune quand on vient d'un milieu défavorisé. Écoutez, oui, effectivement, ça fait beaucoup, mais faut-il donner tous les soins gratuitement? C'est une question qu'il faut se poser. Pour des pays comme les nôtres, qui sont des pays, je dirais, des pays pauvres, est-ce que les États peuvent prendre en charge à 100% tout ceci? Ce qui est sûr, c'est que pour nous, ici en Côte d'Ivoire, en plus du gros effort qui est fait pour les infrastructures hospitalières et tout, création d'hôpitaux, de dispensaires et ainsi de suite, parce qu'il y a eu un gros effort de fait, d'équipement aussi, le médicament est en général disponible dans nos hôpitaux. Maintenant, le côté coût, qui paye, qui ne paye pas, il y a toujours un administrateur qui est là, qui doit pouvoir prendre la décision de la gratuité ou bien de repousser le paiement. Donc je crois que chez nous ici, le problème ne se pose pas véritablement, puisqu'il y a quand même le minimum pour pouvoir prendre en charge les gens, qu'ils aient de l'argent ou pas. Le médecin, il est toujours coincé, parce que il ne peut pas faire du bénéfice si la personne n'en a pas, mais on a obligation de soins. Mmh. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Maintenant, si malheureusement c'est arrivé, il faut tenir compte aussi du fait que les malades arrivent parfois dans des cas extrêmes. Et qu'aux urgences, il faut aussi que dans le fonctionnement de nos urgences, il faut qu'on le sache. Aux urgences, on ne guérit pas. Aux urgences, on lève l'urgence. Effectivement. Et on guérit en hospitalisation. Alors justement, si en aval, il n'y a pas de place.
Les urgences, ça devient engorgé. On se retrouve comme partout au monde où dans les couloirs, on a des lits où il y a des malades par terre et ainsi de suite. Ce qui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, est interdit. Il n'y a pas de malades par terre, c'est fini. Mais on a des malades pour lesquels qui engorgent les urgences parce qu'il n'y a pas de place en aval. D'accord. Donc ça aussi, ce sont des phénomènes qui sont importants. Et quand les autres malades arrivent, on est coincé. Alors, si vous permettez, qui arrivent. Parfois, c'est 100 personnes, 80 personnes. Je comprends. On va, si vous voulez bien, on va donner la parole aussi pour que tout le monde puisse s'exprimer. Firmin, je vous voyais réagir aux propos du docteur Sissoko. Vous aviez l'air assez d'accord sur le fait qu'à un moment donné, il faut aussi que les gens arrivent à temps. Oui, bien sûr, il faudrait. Ben là, on parle des malades et en même temps, ça doit être une sorte de symbiose entre les malades et puis ceux qui les prennent en charge, c'est-à-dire le personnel médical. Mais est-ce que le personnel médical est suffisamment bien formé aussi pour réagir très vite? Parce que quand le docteur Sissoko parlait d'accidents de voitures, par exemple, importants, où ils arrivent avec 80, 100 blessés, est-ce que la formation aujourd'hui des urgentistes permet de prendre en charge très rapidement ces victimes? Selon les informations à ma possession, parce que là, je venais à peine de m'entretenir avec le directeur de l'hôpital de l'Amitié, bien connu chez nous. Je veux parler du centre de santé en question, et qui m'a fait savoir qu'il n'y a pas de formation en tant que telle pour le personnel des urgences. Et donc, alors, comment ils sont formés? Alors, ils sont formés, je voudrais dire tout simplement qu'il n'y a que des infirmiers qui tiennent les services d'urgence. Mais il n'y a pas de formation appropriée pour l'instant pour des personnels destinés à travailler dans les urgences. Et je pense qu'ils font un peu ce qu'on va appeler sur le tas. Et c'est comme ça que les services d'urgence sont tenus. Alors, docteur Guy Patrick Obiang, on a parlé à la fois de la politique à mettre en place pour une assurance santé, parce que la santé, évidemment, ça ne peut pas être... le docteur Sissoko, vous l'avez peut-être entendu, a posé cette question. Est-ce que les soins de santé doivent être gratuits? J'aimerais vous faire réagir à ça. Est-ce que, par exemple, au Gabon, il existe une couverture santé universelle, ou est-ce que les gens sont aussi confrontés à ce coût de pouvoir se faire soigner? Au Gabon, il y a une assurance santé universelle qui a été mise en place depuis 2007, qui permet effectivement de prendre en charge les personnes qui se rendent à l'hôpital. Alors, il faut dire qu'il y a une décision qui avait été prise il y a bientôt 2 ans pour dire que toutes les personnes qui allaient dans des urgences avec un pronostic vital engagé étaient prises en charge gratuitement durant les 48 premières heures. Parce qu'effectivement, on se rend compte que, des fois, il y a un problème d'accessibilité aux soins, tout simplement parce qu'il y a une caution qui doit être déposée avant, il y a de l'argent qui est demandé pour la consultation. Mais je vais revenir à l'intervention de mon confrère Sissoko. Il faut se dire qu'au niveau des urgences, les patients parfois arrivent très en retard. Nous avons fait une étude au Gabon sur le circuit, l'itinéraire thérapeutique des patients et nous nous sommes rendus compte que plus de 75% des patients arrivaient à l'hôpital lorsque la maladie était assez évoluée. Et parfois, on emmène le malade à l'hôpital. Malheureusement, docteur Obiang, je vais être obligée de vous couper brutalement. C'est déjà la fin de cette émission, mais vous pouvez poursuivre la conversation sur le site voaafrique.com. Merci à toute l'équipe de Washington Forum pour la réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.